je pense, ou de sa cuisine, là où on est tous un peu confinés. Comment ça va, Sacha? Ça va bien, toi, Antoine? Ouais, ça va, les cheveux poussent bien, hein? C'est le Ah, ça confinement. n'a pas de sens. Je perds le contrôle, là. J'ai essayé de faire quelque chose avec ça, mais ça marche pas super bien. Quel pourcentage de ton temps en confinement tu passes en vêtements mous? C'est quand même une très, très, très bonne partie. Je te dirais que les Zooms et les FaceTime, ça fait en sorte que j'utilise mes vêtements de plus beaux, si on veut, comme aujourd'hui, avec un petit top qui est plus business, mais normalement, c'est t-shirt, short, pas mal toute la journée. Bon, excellent. Tu as travaillé beaucoup cette semaine. Avant qu'on parle du repêchage, on va parler de ce qui est avec Laurent Duvernay-Tardif. Hier, tu as annoncé qu'il avait restructuré son contrat avec les Chiefs. Pour ceux qui connaissent moins les technicalités, ça veut dire quoi concrètement pour lui, c'est d'avoir restructuré son contrat avec les Chiefs? Ben, c'est-à-dire que les Chiefs avaient un grave besoin d'espace sur la masse salariale. Je pense que c'est pas une cachette. Je pense qu'en date d'hier, s'il y avait 177 000 de place d'espace sur la masse salariale, ce qui est très peu. Donc, c'est sûr qu'avec la saison que les Chiefs ont eu, ils ont beaucoup de joueurs à signer, ont les choix de repêchage qui vont devoir signer aussi. Il faut créer de la masse. Donc, avec Laurent, les Chiefs, on a eu des discussions et ils nous ont approchés pour voir si on était intéressés à restructurer le contrat. On a regardé ça avec Laurent, avec l'équipe. On a fait beaucoup d'échanges. On a regardé le dossier. Puis finalement, on a réussi à s'entendre. Donc, tu sais, Laurent, c'est un gars qui il joue au foot pour l'amour du sport. Il adore jouer. Il adore Kansas City, Coach Reed. Vraiment, là, il y a vraiment un attachement particulier avec l'équipe qui l'a repêché. Mhm. Et pour lui, au stade où ce qui est rendu, l'important, c'est de continuer et d'avoir une chance de répéter les exploits de cet hiver. Et d'avoir une chance de continuer avec les Chiefs, c'est vraiment une très belle occasion pour lui. Et vraiment, je pense que c'est une excellente décision, c'est une excellente opportunité pour lui de continuer. Il a gagné de très bons salaires, il gagne encore un très bon montant, puis ça lui permet de continuer de ce sens-là. Ça, pour que les gens qui connaissent moins ça comprennent, il aurait pu carrément refuser de revoir son contrat. Les Chiefs auraient eu le droit de le libérer parce que les contrats ne sont pas garantis dans la NFL. Et toi, tu penses qu'il aurait pu avoir beaucoup d'argent ailleurs, donc c'est vraiment un choix sentimental pour lui de rester avec les Chiefs? Ah, définitivement, je pense que Laurent, si Laurent était purement basé sur, exemple, une décision financière ou autre, et il se disait, tu sais quoi, je veux rien savoir de coopérer, je vais aller tenter ma chance sur le marché, je pense qu'on aurait eu un contrat très intéressant, même potentiellement plus payant que le contrat actuel, parce que depuis 2017, l'inflation, les salaires des gardes, pardon, ont beaucoup augmenté. OK. Ça fait en sorte que Laurent, quand il a signé son contrat, je pense qu'il était le quatrième garde le mieux payé. Mais ceci étant dit, là, c'est plus le cas parce que tous les autres salaires augmentent. Donc, avoir l'opportunité de tester le marché alors des équipes qui cherchent des gardes, il y en a. Je suis convaincu qu'on aurait eu un très, très bon contrat. Mais ça reste que Laurent, lui, c'est un gars qui est loyal, c'est un gars qui veut finir ce qu'il a commencé. D'avoir l'opportunité de le faire, je pense que c'est tout à son honneur. L'autre client qui a fait jaser de lui un peu malgré lui cette semaine, c'est Anthony Auclair, les rapproché des Bucks de Tampa Bay, parce que les Bucks, on sait qu'ils ont ajouté Tom Brady récemment. Et là, en plus, ils sont allés chercher Gronkowski, qui est l'ami de Tom Brady, qui est aussi un ailier rapproché, vraiment avec un profil assez extraordinaire. Qu'est-ce que ça change pour lui? Certains ont fait une addition en disant, ben là, ça pourrait mettre son poste en péril. Tu n'as pas l'impression que ça pourrait le mettre en danger selon toi? Non, du tout. J'ai vraiment aucune inquiétude au niveau d'Anthony. Je pense que on évite à sauter sur des conclusions. Avec lui, je sais que quand Dirk Coiter il a perdu son poste, on questionnait ce qu'Anthony va être de retour avec les Bucks. Et le nouvel entraîneur-chef arrive, Bruce Arians, et il refait l'équipe et il a un très bon rôle. Là, cette année, est-ce que les Bucks allaient le re-signer? Il a re-signé. Là, Gronk arrive et c'est encore est-ce qu'il reste? Je comprends, mais en même temps, Anthony, pour ceux qui suivent le foot, pour ceux qui le regardent jouer, on voit que c'est un joueur qui a un très bon rôle, un rôle très précis qui connaît beaucoup de succès à Tampa. On a remarqué au Combine Bruce Arians et Jason Light, le directeur général, qui l'a vanté énormément, qui ont mentionné à Mhm. quel point qu'il l'aimait, qu'il faisait partie de l'équipe, une pièce importante de l'équipe. Et ultimement, amener Gronk, c'est le fun, c'est une belle addition, c'est super bon pour l'équipe de les aider à aspirer aux grands honneurs, mais ça reste que le rôle qu'Anthony joue ne sera pas remplacé par le rôle que Gronk joue. Et Anthony apporte cette dimension. C'est un des meilleurs alliés rapprochés au niveau des blocs. Il joue sur des unités spéciales, capable d'attraper des passes. Gronk, bon, probablement un des meilleurs alliés rapprochés. Si ce n'est pas le meilleur allié rapproché qui a joué dans la NFL. C'est toute une. On parle d'un joueur qui est là, que Anthony peut apprendre de lui, puis se développer comme allié rapproché, puis continuer sa progression. Moi, je trouve ça phénoménal. Donc, pour avoir parlé avec les Bucks,
à plusieurs reprises, à 2-3 reprises depuis que la transaction s'est faite. Il n'y avait absolument aucune inquiétude au niveau de voir si Anthony, son poste était en danger ou autre. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude du tout. Puis nous, on risque de le voir plus souvent à la télévision. Je pense que RDS essaie de le passer le plus souvent avec les Bucks, mais là, avec Tom Brady, avec Gronkowski, on pourrait voir les Bucks plus souvent dans les grands matchs de dimanche soir ou encore le lundi soir. Mais moi, je pense que oui. Je pense que la NFL fonctionne, le calendrier l'horaire des matchs fonctionne beaucoup en termes d'intérêt. Puis d'avoir un Tom Brady avec Gronk, avec, on regarde Godwin, Mike Evans, toute cette attaque-là va être une des meilleures attaques de la NFL. Je pense qu'avec les Chiefs, ils vont être les deux meilleures attaques probablement de la NFL. Donc, d'avoir l'opportunité pour la NFL de mettre ces matchs-là dans des matchs qu'on dit prime time, c'est super encourageant. Puis, ultimement, je pense que je pense qu'Anthony, on va le voir de plus en plus dans des situations de match, dans des situations où un dimanche ou un lundi soir, on va pouvoir le regarder. Donc, ce soir, on est avec Sacha Gavami, qui est agent de joueur de football NFL et les Canadiennes. Ce soir, c'est le repêchage NFL. Ça devait être à Las Vegas avec un immense show. Là, bien sûr, avec la COVID, tout est changé. Mais toi, ce soir, tu vas avoir du plaisir quand même à regarder ça. Qu'est-ce que tu vas vouloir voir ce soir de ce repêchage-là? Qu'est-ce qui t'attire ton attention pour l'instant? Moi, la première journée du repêchage NFL, c'est une journée que j'adore. C'est une de mes journées préférées de l'année. Je pense que ça permet de voir vraiment la stratégie des différentes équipes. On en parle beaucoup, il y a des mock drafts, tout le monde spécule sur qu'est-ce que les équipes vont faire. Ça permet de voir la stratégie, comment eux autres voient les prochaines étapes, comment eux autres voient l'avenir de leur franchise. L'année passée, on se rappellera les Giants qui draftent Daniel Jones aussitôt qu'ils ont drafté. Ça a été très critiqué, très polarisant, mais finalement, ça n'a pas été un mauvais choix. Et là, on regarde cette année, qu'est-ce qui va arriver avec Tua, qu'est-ce que les Dolphins vont faire, qui va monter qui va essayer d'échanger pour monter dans le choix de repêchage. Puis de mon côté, pour mes clients, pour mon travail, c'est aussi de voir les équipes qu'on a vues, exemple dans le cas de Marc-Antoine Dequoy, les équipes qu'on a ciblées comme étant intéressées. Qu'est-ce qu'ils repêchent? Est-ce qu'ils repêchent des maraudeurs? Est-ce que ça veut dire que l'intérêt n'est pas là? Ou est-ce qu'au contraire, ils ne repêchent pas de maraudeurs? Est-ce qu'ils gardent encore la porte ouverte pour un gars comme Dequoy potentiellement plus tard? Donc, ça, c'est tous des aspects à analyser et à remarquer. Fait que le jeudi, c'est toujours beaucoup d'excitation, beaucoup d'engouement. Surtout là qu'il n'y a plus vraiment de sport en direct. Ça va vraiment être une belle expérience de voir quelque chose en direct. Moi, c'est sûr que ma grosse journée, c'est samedi. Mais aujourd'hui, demain et samedi, ça va être des grosses journées définitivement. Samedi, parce que samedi, à la conclusion du repêchage, souvent les joueurs qui ne sont pas repêchés, tu peux leur faire signer des contrats pro avec les équipes. Et contrairement au hockey, au football, les agents libres, c'est une plus grande proportion des joueurs de la Ligue par rapport aux joueurs repêchés. Donc, les joueurs qui ne sont pas choisis peuvent avoir des bonnes conditions d'emploi malgré tout. À quoi tu t'attends pour tes clients? Tu en as 3 en théorie qui pourraient avoir des contrats ou pourraient être repêchés, 2 du Rouge et Or puis un des Carabins. Qu'est-ce que tu vois pour eux? Puis qu'est-ce que la situation de la COVID change dans ton travail cette année par rapport à ces joueurs-là aujourd'hui? Je pense que dans un cas, on va commencer par les gars du Rouge et Or, Ketel, Lassie et Adam Auclair. C'était 2 joueurs qui ont très bien progressé, qui sont des bons joueurs, que les équipes sont intéressées, plus comme des invitations mini-camp. Puis dans les 2 cas, on avait des invitations mini-camp d'enligner pour eux. Mais malheureusement, en ce moment, avec le COVID, les mini-camps vont être annulés. Donc, ça fait en sorte que ces invitations-là risquent de tomber à l'eau juste parce que ils n'existeront plus. Parce qu'il faut les annuler à cause de la COVID. Dans le cas de Marc-Antoine Dequoy, c'est un joueur qui a des chances d'être signé comme agent libre, peut-être repêché, mais plutôt comme signé comme agent libre après le repêchage. Et puis, ultimement, je pense que ça va être dans son cas, ça va être business as usual. On va attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. On va attendre de voir si les équipes qui ont montré l'intérêt dans les derniers jours sont encore intéressées. Est-ce que ça a changé? Est-ce que l'intérêt est là? Où est-ce que ça se situe? Ça va être difficile à savoir. Il faut que les as soient alignés un peu. Il faut que les choses tombent un peu de notre côté, de notre bord. Puis si oui, je pense qu'on a des bonnes chances. Mais il y a beaucoup d'aspects cette année avec la COVID, avec tout ce qui est l'off-season, les mini-camps qui sont chamboulés, l'incertitude entourant le début de la saison. Ça fait en sorte que les équipes vont peut-être agir différemment. Moi, j'ai parlé à certains clubs qui m'ont expliqué que, pour ceux qui ne suivent pas beaucoup le football, en gros, pourquoi il y a une frénésie de signer des gars après un repêchage? C'est parce qu'une équipe doit avoir 90 joueurs sous contrat en vue du mini-camp des recrues, qui a lieu 1 à 2 semaines après le repêchage. Donc, il y a toujours un blitz à faire de signer les gars pour monter à 90 le plus tôt possible. Dans cette année, comme les mini-camps sont annulés, cette urgence-là n'existe plus tant.
Donc, ce qui arrive, c'est que tu as des équipes qui vont peut-être pas signer 90 gars tout de suite, ils vont peut-être en signer 80, 82, puis attendre de signer les autres plus tard. Donc, ça reste à voir comment ils vont agir là-dedans. Mais ultimement, c'est une opportunité pour Marc-Antoine, c'est une belle opportunité de voir de voir qu'est-ce qu'il peut développer, puis espérer que ça peut bien tomber pour lui. Donc, on va surveiller ça de près, ça va être excitant et stressant beaucoup. Là. Tu l'as vécu avec moi, fait 2 fois, là, Antoine, Ouais. tu vois comment c'est. Puis, c'est quand même stressant, mais en même temps, tu veux en profiter le plus possible. C'est ça, on a vécu au moins 2 repêchages ensemble, puis pour moi, en tant que journaliste, c'est vraiment des moments dont je me souviens très bien dans ma carrière parce que c'est rare qu'on voit ça. Laurent, je me souviens, puis c'est un petit souvenir personnel que j'aime partager, mais quand il a reçu l'appel des Chiefs le jour du repêchage, il était à côté de moi, il voit le numéro, puis c'est marqué Missouri. Ouais. Puis il dit Missouri, c'est quoi ça? Puis c'est moi qui ai dit ben, les Chiefs. J'ai comme annoncé à Laurent que c'était les Chiefs. Mais ce jour-là, ça fait 6 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te souviens de cette journée-là? C'est chez vous, chez tes parents de montagne, il y avait plein de monde, c'était un gros party, puis ça reste encore un moment hyper important pour toi. Qu'est-ce que tu gardes de ce jour-là? Ouf, c'est des bons souvenirs, hein? Parce que, tu sais, c'était comme mon premier repêchage, puis je savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, j'avais jamais vécu ça, puis tu vis ça vraiment en grand avec une chance de se faire repêcher. Moi, je me souviens, tu sais, je me souviens comme c'était hier, cet événement-là, c'était vraiment des beaux souvenirs. Je me rappelle que, tu sais, on commence le vendredi soir, on se réunit, puis on savait que les chances étaient minces, mais on l'écoute pour le fun. Puis là, le samedi matin commence, il y a un engouement, il y a une frénésie, c'est le fun, c'est le fun. La quatrième ronde se termine, OK, c'est le fun. Cinquième ronde commence. Là, milieu de cinquième ronde, il n'y a rien encore. Là, puis à la fin de cinquième ronde, il n'y a rien encore. Là, tu commences à être stressé un peu. C'est comme si. Attends, là, dans ta tête, tout le plan de match était que t'allais te faire, Laurent allait se faire repêcher. Puis ultimement, là, on parle d'une situation où il ne se ferait pas repêcher. Potentiellement. Donc là, on commence à stresser plus. Puis moi, je me rappelle très bien de cet appel-là. Moi, j'étais dans le salon. Lui, il était plus devant la cuisine. Puis quand il a reçu l'appel, il a crié. C'est drôle parce que tu te souviens, ça devenait silence. Hein? Quand le téléphone sonnait, là, c'était comme si la salle au complet devenait silence, silence. Puis quand il y avait le silence qui était pogné, j'entends juste Laurent qui crie, qui dit Oh! Puis là, il dit juste M-O. Puis là, moi, je dis M-O, M-O. Là, je regarde à l'écran, je dis M-O, c'est Missouri. Je regarde, c'est les Chiefs sur le clock. Puis je me rappelle, il m'a dit Ça y est, on l'a eu, là. Là, parce que ça faisait 2-3 fois que des équipes appelaient pour dire Si tu tombes à Jean libre, on veut te signer, on veut te signer, on veut te signer. Donc, d'avoir l'opportunité de se faire appeler, d'avoir ce choix de repêchage-là, c'était quelque chose. Mais tu sais, depuis ce temps-là, j'ai vécu des repêchages. J'ai pas eu de joueurs repêchés depuis. Mais le vivre comme agent libre, c'est vraiment trippant aussi. Puis on a vu un gars comme Anthony, je me rappelle, tu sais, 15 équipes qui appelaient. On avait des appels, ils appelaient moi et Anthony en même temps pour nous bloquer les lignes. On avait vraiment des belles expériences. Fait que, je veux dire, moi, c'est l'objectif de se faire repêcher, c'est le fun, puis c'est ça qu'on veut. Mais ultimement, on veut même viser quelque chose on veut percer un alignement de la NFL. Donc, peu importe le chemin parcouru, c'est ça qu'on veut viser. Pour ceux qui veulent voir ça un peu de l'intérieur, l'an passé, tu nous as permis de te suivre avec une caméra pour le repêchage de Mathieu Betts, qui finalement a signé un contrat comme joueur autonome, puis on voit toute l'attention qu'il peut avoir. Donc, les gens, s'ils veulent aller voir ça, c'est sur la page Podium de Radio-Canada. En tout c'est des moments qui sont assez exaltants. Mais toi, comme agent, est-ce que c'est ta journée préférée de l'année? Parce que quand tu as une entente à conclure, là, je veux dire, il y a du stress et de la pression, tu n'as pas beaucoup de temps de réagir. C'est vraiment des émotions fortes pour toi. Là. C'est ma journée préférée quand ça va bien, puis c'est probablement ma pire journée de l'année quand ça va pas bien. Honnêtement, c'est fou comment le sentiment de conclure une entente avec une équipe après le repêchage comme ça, pour voir un client ou des clients avoir l'opportunité de vivre un peu leur rêve, leur objectif, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, il n'y a pas un meilleur feeling. Mais tu te rappelleras l'année passée, quand on s'est fait annoncer que le deal tombait à l'eau, puis que là, je me retrouvais peut-être avec rien, c'était comme si le monde s'écroulait devant moi, puis je m'attends à la même réaction en fin de semaine. Je suis un gars qui veut viser le mieux pour mes clients, puis faire le plus possible pour eux. Puis en fait, déjà, les minicamps annulés, ça me fait de la peine parce que je sais qu'un gars comme Adam, un gars comme Kettel, ils ont mérité ces opportunités-là, puis jamais on va pouvoir leur enlever cette opportunité-là. Ça reste qu'ils ne pourront pas la vivre à court terme, du moins. Mais tu sais, avec de quoi, avec Marc-Antoine, si on est capable de conclure quelque chose pour lui, ça serait trippant, mais il y a aussi une grande possibilité que quelque chose ne se conclue pas, puis tu sais, rendu là, on va tout faire pour que ça fonctionne, mais il y a des choses hors de notre contrôle. Donc, je pense que c'est beaucoup de stress. Je pense que la journée du samedi, ça va être une journée où je vais suivre ça avec attention, puis on va espérer que ça tombe de notre bord. Est-ce que ça fait de quoi de ne pas être physiquement avec lui en fin de semaine? Parce que je sais, pour t'avoir vu avec Laurent, avec Mathieu, souvent c'est un party chez la personne, il y a des amis, des parents qui sont là.
Là, ça va être tout le monde de son côté. Ça fait du quoi de ne pas pouvoir vivre ça avec lui? Ouais, je pense que oui. Je pense que pour tous les joueurs qui vivent des repêchages cette année, ça va se faire un peu différemment, un peu plus à distance. Puis, je veux dire, ultimement, c'est plus le fun pour eux quand ils peuvent le vivre avec leur famille, avec leurs amis, un peu comme Mathieu l'année passée, Anthony en 2017, Laurent en 2014. Mais je pense que c'est important de vraiment vivre ça à fond puis de faire du mieux qu'on peut. Euh, puis pas penser à ce qu'on contrôle pas. Vraiment focusser sur ce que tu contrôles puis essayer de rendre ça le plus agréable possible. Mhm. Est-ce que tu es optimiste qu'il va y avoir du football cette année? C'est un peu grande question. On n'est pas spécialiste de la santé, même si je pense que ta conjointe est médecin, mais est-ce que tu as, un bon feeling ou tu crains que ben, tant la Ligue canadienne que la NFL, ça pourrait être complexe cette année? Comment tu vois ça? Je pense que la NFL, il y a des bonnes chances qu'il y en ait parce que ils ont l'argent puis ils peuvent prendre des mesures requises pour pallier à ça. D'exemple, mettre des joueurs en quarantaine à l'hôtel, prendre différentes mesures, puisque les contrats de télé sont tellement lucratifs que pas Mhm. avoir des gens dans les estrades, c'est pas nécessairement ça qui va affecter avoir la perte de la Ligue. Ceci étant dit, la Ligue canadienne ne peut pas dire la même chose. La Ligue canadienne a besoin des revenus des ventes de billets. C'est à peu près 50% des revenus de la majorité des équipes. Donc, je vois pas comment la Ligue canadienne peut avoir une saison sans gens dans les estrades. Puis ça, je pense, ça va être difficile parce qu'en ce moment, je suis pas très optimiste à l'idée de voir du sport professionnel cet automne avec des foules de 30, 40, 50 000 personnes dans les estrades. J'ai l'impression que, en tout cas, peut-être que c'est moi que je me sens loin de ça actuellement à cause de tout ce qui se Ouais. passe, mais j'ai de la misère à l'entrevoir. Fait que je pense que la NFL va trouver une façon de jouer dans des stades vides, mais je pense pas que la Ligue canadienne va être en mesure de le faire. J'espère avoir tort, j'espère qu'il va y avoir du foot partout cet automne, mais je pense que ça va être difficile. As-tu un peu un travail de psychologue à faire avec certains de tes clients? Est-ce que tu dois les épauler là-dedans? Parce que pour les joueurs qui vont se faire repêcher, c'est une occasion. Ils vont devoir attendre peut-être une année de plus dans la Ligue canadienne. D'autres jeunes joueurs qui comptaient là-dessus comme pour avoir des revenus. Est-ce que tu dois un peu les épauler dans tout ça ou les équipes font du bon travail pour l'instant pour les encadrer? Je dirais que les associations des joueurs tentent de faire le mieux qu'ils peuvent. Mhm. Moi, de mon côté, c'est sûr que j'essaie de garder le cap là-dessus. Faut pas faire faut pas se projeter trop en avant. Ça change tellement souvent, ça va tellement vite que moi, j'espère Mhm. plutôt qu'on est capable de rester dans le moment présent, d'en profiter, puis on s'ajustera selon ce qui est devant nous. On contrôle rien de tout ça. On contrôle rien. Fait j'essaie de leur rappeler que ça sert à rien de stresser sur des choses qu'on contrôle pas. Puis des opportunités qui arrivent, exemple, comme je parlais tantôt d'Adam Piquetel, des invitations au mini-camp. On ne pourra jamais leur enlever le fait qu'il y avait ça, mais le fait qu'il n'y ait pas de mini-camp fait en sorte que c'est pas possible. Fait que ça, tu ne contrôles pas, mais tu as mérité ta place, c'est ton opportunité. Donc, je pense que c'est ça le plus important ici. Puis les gars qui vont être draftés, même s'il faut attendre, ben, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, malheureusement, puis on va devoir le faire. Alors, absolument. Mhm. Tu es agent joueur, mais tu as aussi une entreprise qui aide les jeunes sportifs québécois canadiens à se rendre dans la NCAA pour faire leur sport et et étudier là-bas. Qu'est-ce que ça change pour toi le fait que, un, pour l'instant, les frontières sont fermées, puis deux, il y a beaucoup d'inconnus pour l'automne. Qu'est-ce que ça change dans ce travail-là avec ton entreprise de Ouais. placement ou d'aide? Oui, c'est ça. Mais avec l'entreprise qu'on a, c'est Vaste Recrutement Universitaire. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'on est dans une situation où que les universités, les programmes juniors, par exemple au hockey, on place beaucoup de jeunes prep school, programmes juniors, tout. Il y a beaucoup de choses qui sont mises sur pause en attendant que le confinement se lève. Donc, ça, je pense que c'est quand même des défis. Il faut être patient. Tu sais, je pense que les jeunes, malheureusement aussi, ils essaient de se placer. Puis c'est pas évident parce qu'il faut que tu sois patient. Puis il faut que tu essaies de trouver des façons de pallier à ça, mais c'est pas toujours dans ton contrôle. Donc, je pense que l'important, c'est juste de continuer à travailler, de s'ajuster à la réalité qu'on a. Mais c'est sûr que moi, je remarque que au niveau du placement junior, c'est plus difficile. Au niveau des universités américaines, c'est plus dans l'incertitude. Les sports de printemps, ils ont gagné une éligibilité de plus. Donc, ça reste quand même des opportunités qui sont peut-être créées ou peut-être perdues. Mais l'important, c'est de garder le cap puis juste de continuer à avancer puis de ne pas se faire de ce que tu ne contrôles pas parce que, ultimement, les jeunes doivent continuer à s'entraîner, aller à l'école, à avoir des bonnes notes, vraiment faire tout ce qu'ils ont besoin de faire pour aider leur chance d'aller dans les meilleures universités qui peuvent aller. OK. On va se laisser là-dessus, les achats, puis ce soir, je te souhaite un bon repêchage. Je sais que tu vas regarder ça tranquillement, sans trop de pression. As-tu une prédiction pour, disons, les 5 premiers choix? OK? Ceux qui vont voir ça en différé vont pouvoir te critiquer, mais as-tu un mock draft pour les 5 premiers choix de ce soir? Je pense que Joe Burrow sort premier. Ça, je pense que c'est assez Ouais. safe comme choix. Chase Young sort deuxième.
Mais moi, je pense que sincèrement, avec ce que je vois puis tout, moi, j'ai l'impression que ça va être les tackles exacts qui vont sortir, je suis pas sûr. Mais moi, je pense que les Lions vont sortir de la première ronde, vont descendre de troisième overall, vont descendre. OK. Moi, je pense que les Dolphins veulent monter, c'est assez clair. S'ils peuvent monter, ils vont monter pour aller chercher tackle. Puis je pense qu'après ça, les Lions vont quand même aller chercher leur corner qu'ils veulent aller chercher avec Okuda, qui est le Ohio State. Fait que je m'attends à ce que les Giants, je suis convaincu, vont prendre un tackle. La carte cachée, c'est Miami là-dedans. Fait que moi, je pense que ça va être Burrow avec Young. On prend deux bloqueurs, deux tackles. Puis après ça, moi, je pense que je vais aller avec Okuda 5e, puis Tua aux Chargers à 6. Bon, ben, on va regarder ça demain. On s'en reparlera une autre fois. Merci beaucoup, Sacha Gavani, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne suite de confinement, puis on regarde ce qui va se passer avec Marc-Antoine Dequoy et tes autres clients samedi pour le repêchage, voir s'ils seront repêchés ou ils auront une offre de joueurs autonomes. On va regarder ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'est super apprécié. Ben non, merci à toi, Antoine. Merci, c'était le À fun. bientôt. Ça Salut. marche.